Le 15 octobre 1980, une mère et son fils de 8 ans disparaissent de leur appartement à Bordeaux sans laisser la moindre trace. La porte était fermée de l'intérieur. Aucun signe de lutte. Leurs affaires personnelles intactes. Pendant 22 ans, personne ne comprit ce qui s'était réellement passé cette nuit-là dans l'immeuble du quartier Saint-Jean. Puis au printemps 2002, un nouveau locataire découvre une alliance coincée entre les lattes du parquet de son appartement. Une simple bague en or. Mais cette alliance appartenait à la femme disparue, et elle se trouvait dans l'appartement du voisin. Comment l'alliance d'Hélène Marchand s'est-elle retrouvée chez Georges Fontaine, l'homme qui avait aidé la police à chercher la jeune femme et son enfant pendant des mois? Qu'est-ce que cet homme discret et serviable cachait réellement derrière sa façade de bon voisin? Cette découverte allait rouvrir l'une des affaires les plus troublantes de Bordeaux et révéler une vérité que personne n'aurait pu imaginer. Avant de continuer avec cette histoire perturbante, si vous appréciez les cas mystérieux réels comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Bordeaux, automne 1980. La ville connaissait une période de transformation progressive. Le quartier Saint-Jean, situé près de la gare du même nom, était un secteur populaire où cohabitaient familles ouvrières, petits employés et retraités. Les immeubles de la rue Porte-Dijeaux, construits au début du XXe siècle, avaient ce charme typique de l'architecture bordelaise avec leurs façades en pierre blonde et leurs balcons en fer forgé. Le quartier n'était pas luxueux, mais il était vivant, avec ses petits commerces, son marché du dimanche et cette atmosphère de village au cœur de la ville. Hélène Marchand habitait au 3e étage du numéro 27 depuis 1969, année de son mariage avec Robert Marchand. Elle avait 32 ans en 1980, une femme élégante malgré ses revenus modestes, toujours impeccablement coiffée avec ses cheveux châtains coupés au carré, à la mode de l'époque. Professeure de littérature française dans un lycée du centre-ville, elle était respectée par ses collègues et appréciée par ses élèves pour sa passion contagieuse pour Victor Hugo et Balzac. Après la mort de son mari Robert, dans un accident sur un chantier naval en 1977, elle s'était repliée sur elle-même, consacrant toute son énergie à son fils Julien et à son travail. Julien avait 8 ans, un enfant vif et curieux qui ressemblait beaucoup à son père disparu. Il fréquentait l'école primaire du quartier, à 5 minutes à pied de l'appartement. C'était un bon élève, un peu timide depuis la mort de son père, mais qui s'épanouissait lentement grâce à l'attention constante de sa mère. Les voisins se souvenaient d'un petit garçon poli qui saluait toujours dans l'escalier, qui aidait parfois Madame Lefebvre à porter ses courses jusqu'à son appartement du 2e étage. L'immeuble de la rue Porte-Dijeaux comptait 12 appartements répartis sur 4 étages. Au 3e, juste à côté de l'appartement des Marchands, vivait Georges Fontaine. 45 ans, employé au poste et télécommunications depuis 20 ans, divorcé depuis 1975. Un homme de taille moyenne, aux cheveux grisonnants soigneusement peignés, qui portait toujours des chemises bien repassées, même le week-end. Il était discret, presque invisible, le genre d'homme qu'on croise dans l'escalier sans vraiment le remarquer. Certains voisins le trouvaient serviable, toujours prêt à dépanner un outil ou à arroser les plantes pendant les vacances. D'autres le jugeaient trop silencieux, un peu étrange dans sa solitude. Martine Lefebvre, 55 ans, habitait au 2e étage depuis la construction de l'immeuble. Veuve d'un docker, elle passait ses journées à observer le quartier depuis sa fenêtre, à faire ses courses au marché et à échanger des nouvelles avec les autres locataires. Elle connaissait les horaires de chacun, les habitudes, les petits secrets. C'était elle qui remarquait quand quelque chose sortait de l'ordinaire dans l'immeuble. La relation entre Hélène et Georges était celle de voisins cordiaux mais distants. Ils se croisaient régulièrement dans le couloir, échangeaient des politesses. Georges avait proposé plusieurs fois son aide à Hélène après la mort de Robert, pour des petits travaux dans l'appartement, pour garder Julien occasionnellement. Hélène acceptait rarement, préférant maintenir une certaine distance. Elle était polie, mais réservée avec tous ses voisins, protégeant farouchement son intimité et celle de son fils.
Le quartier Saint-Jean de 1980 était un monde où tout le monde se connaissait au moins de vue. Le boulanger de la rue Mably savait que Hélène achetait toujours 2 croissants le dimanche matin. L'épicier du coin notait mentalement que Georges Fontaine venait chercher son journal à 7 heures précises chaque jour. La concierge de l'immeuble d'en face discutait régulièrement avec Martine Lefebvre des allées et venues du quartier. C'était cette familiarité qui rendrait la disparition d'Hélène et Julien encore plus incompréhensible. Comment 2 personnes pouvaient-elles disparaître sans que personne ne remarque quoi que ce soit d'inhabituel? En ce début d'automne 1980, Bordeaux vivait au rythme des vendanges dans les vignobles environnants. Les journaux parlaient de l'élection présidentielle qui approchait, du conflit Iran-Irak qui venait de commencer, de l'inflation qui inquiétait les Français. La vie suivait son cours normal dans le quartier Saint-Jean. Personne n'imaginait que dans quelques jours, cet immeuble de la rue Porte-Dijeaux deviendrait le centre d'une enquête qui défierait toute logique et entrait les habitants pendant plus de 2 décennies. Mercredi 15 octobre 1980. Hélène Marchand suivait sa routine habituelle avec la précision d'une horloge. Le réveil avait sonné à 6h30. Elle avait préparé le petit déjeuner de Julien, tartines beurrées et chocolat chaud, pendant que son fils s'habillait dans sa petite chambre. À 7h45, comme chaque matin, ils avaient quitté l'appartement ensemble. Martine Lefebvre les avait croisés dans l'escalier, elle s'en souviendrait parfaitement lors de son témoignage à la police. Hélène portait son manteau beige, Julien son cartable bleu marine. Ils semblaient parfaitement normaux, la mère pressant doucement son fils qui traînait un peu les pieds. Hélène avait déposé Julien à l'école à 8h, échangé quelques mots avec une autre mère à la grille, puis était partie vers son lycée en tramway. Sa journée s'était déroulée sans incident particulier. 3 classes dans la matinée, une pause déjeuner à la cantine avec ses collègues, puis 2 cours l'après-midi. Plusieurs enseignants témoigneraient qu'elle semblait tout à fait normale, peut-être légèrement fatiguée, mais rien d'alarmant. Elle avait même ri à une plaisanterie d'un collègue pendant la pause café de 15h. À 16h30, Hélène avait récupéré Julien à la sortie de l'école. L'institutrice se souviendrait qu'elle avait demandé des nouvelles du travail du petit garçon, semblant satisfaite des progrès en mathématiques. Mère et fils étaient ensuite passés à l'épicerie du quartier. Le commerçant, M. Vidal, se rappellerait précisément leurs achats. 1 kilo de pommes de terre, une demi-douzaine d'œufs, du jambon, du lait. Hélène avait payé en espèces, comme toujours. L'heure, 17h15. Ils étaient ressortis avec leur sac de provisions, Julien tenant la main de sa mère. C'était la dernière fois que quelqu'un les voyait vivants en dehors de l'immeuble. Georges Fontaine était rentré de son travail au poste à 17h50, son horaire habituel. Il avait croisé le gardien de l'immeuble qui balayait l'entrée. Ils avaient échangé un bref salut. Georges était monté directement au 3e étage. Selon ses déclarations ultérieures, il avait entendu des bruits venant de l'appartement des marchands, des pas, peut-être de la vaisselle qui s'entrechoquait, des sons normaux de vie quotidienne, rien d'inhabituel. Vers 19h, Martine Lefebvre était montée au 3e étage pour emprunter du sel à Hélène. C'était une habitude entre voisines, ces petits emprunts qui servaient surtout de prétexte à bavarder quelques minutes. Elle avait frappé à la porte. Pas de réponse. Elle avait frappé plus fort, appelé, toujours rien. La lumière filtrait sous la porte, elle en était certaine. Elle entendait même le son étouffé de la télévision. Madame Lefebvre s'était dit qu'Hélène était peut-être sous la douche, ou ne voulait simplement pas être dérangée. Elle était redescendue chez elle, un peu vexée. À 20h30, le téléphone avait sonné dans l'appartement des marchands. Longtemps, personne n'avait décroché. C'était la sœur d'Hélène, Christine, qui appelait de Lyon comme elle le faisait chaque mercredi soir. Inquiète de ne pas avoir de réponse, elle avait rappelé à 21h, puis à 22h. Toujours rien. Ce n'était pas dans les habitudes de sa sœur de manquer leur conversation hebdomadaire sans prévenir. Le lendemain matin, jeudi 16 octobre, l'inquiétude avait commencé à se transformer en alarme. Julien n'était pas apparu à l'école à 8h.
L'institutrice avait noté l'absence, trouvant cela étrange pour un enfant aussi régulier. À 9 heures, quand Hélène n'était pas arrivée au lycée pour son premier cours, le proviseur avait tenté de la joindre. Pas de réponse. Au bout de la 3e tentative, il avait contacté le domicile d'urgence, inscrit dans son dossier celui de sa sœur à Lyon. Christine était immédiatement partie pour Bordeaux, arrivant en début d'après-midi. Elle s'était rendue directement rue Porte-Dijeau. Avec Martine Lefebvre et le gardien de l'immeuble, ils étaient montés au 3e étage. La porte de l'appartement était fermée. Verrouillée de l'intérieur, le gardien l'avait constaté en essayant sa clé de secours. Il avait fallu appeler les pompiers pour forcer l'entrée. Quand la porte s'était ouverte, à 15h20 précisément, le spectacle avait glacé tout le monde. L'appartement était dans un état parfaitement normal, trop normal. Les courses de la veille étaient déposées sur la table de la cuisine, le sac de l'épicerie encore là avec les pommes de terre et les œufs. Le manteau beige d'Hélène était suspendu dans l'entrée, le cartable de Julien abandonné près du canapé du salon. La télévision était allumée, diffusant l'émission de l'après-midi. Dans la cuisine, 2 assiettes sales attendaient dans l'évier, des restes de ce qui ressemblait à une omelette, probablement le dîner de la veille. Mais Hélène et Julien n'étaient nulle part. Les pompiers avaient fouillé méthodiquement chaque pièce. La salle de bain, les chambres, même les placards. Rien. Les fenêtres étaient toutes fermées de l'intérieur, les volets aussi. Aucun signe de lutte, aucun désordre inhabituel. Le lit d'Hélène était fait, celui de Julien aussi. Les vêtements dans les armoires étaient bien rangés. Le portefeuille d'Hélène se trouvait sur la commode de sa chambre avec ses papiers d'identité et environ 300 francs en espèces. Même son alliance était là, posée dans une petite coupelle sur la table de nuit, ce qui avait étonné Christine car sa sœur ne l'enlevait jamais sauf pour dormir. La police avait été appelée immédiatement. L'inspecteur Laurent Garnier, 38 ans, 10 années d'expérience dans la brigade criminelle de Bordeaux, était arrivé avec son équipe vers 16 heures. Grand, les cheveux déjà blancs sur les tempes, il avait cette façon méthodique d'observer une scène qui venait de l'habitude. Mais là, même lui semblait déstabilisé. Comment 2 personnes disparaissaient d'un appartement fermé de l'intérieur? C'était la question que tout le monde se posait. L'inspecteur Garnier avait interrogé tous les voisins ce soir-là même. Georges Fontaine avait été l'un des premiers. Il s'était montré coopératif, visiblement choqué. Il avait répété ce qu'il avait déjà dit. Il était rentré vers 18 heures, avait entendu des bruits normaux venant de chez les marchands, puis plus rien de particulier. Non, il n'avait vu personne d'autre dans l'escalier. Non, il n'avait remarqué aucun comportement étrange chez Hélène ces derniers jours. Martine Lefebvre avait fourni un témoignage détaillé de la journée. Elle confirmait avoir vu mère et fils partir le matin, avoir frappé à leur porte vers 19 heures sans obtenir de réponse. Elle insistait sur le fait que la lumière était allumée et qu'elle avait entendu la télévision. Le gardien de l'immeuble, M. Arnaud, avait noté toutes les personnes entrées et sorties ce jour-là dans son registre. Rien d'inhabituel. Les autres locataires n'avaient rien remarqué de particulier. L'enquête technique avait commencé dès le jeudi soir et s'était poursuivie tout le vendredi. Les experts avaient relevé des empreintes digitales partout dans l'appartement, principalement celles d'Hélène et Julien, comme attendu. Quelques empreintes de Christine, ce qui était normal vu qu'elle rendait visite à sa sœur régulièrement. Aucune empreinte inconnue, aucune trace de violence, aucun indice d'effraction. Les serrures étaient intactes. Le verrou de la porte d'entrée montrait clairement qu'il avait été poussé de l'intérieur avant la disparition. C'était ce détail qui obsédait l'inspecteur Garnier. Comment quitter un appartement en fermant le verrou de l'intérieur? C'était physiquement impossible, à moins que quelqu'un d'autre ne soit resté dans l'appartement pour fermer après leur départ. Mais dans ce cas, comment cette personne était-elle sortie ensuite? Et surtout, pourquoi? Quel était le sens de cette mise en scène? Les recherches s'étaient intensifiées pendant le week-end. Des policiers avaient ratissé le quartier, interrogé commerçants et passants. Les gares et les aéroports avaient été alertés. Le signalement d'Hélène et Julien avait été diffusé dans toute la région. Des plongeurs avaient exploré la Garonne au cas où. Personne ne voulait formuler cette hypothèse à voix haute,
mais elle était dans tous les esprits. Christine était restée à Bordeaux, transformant l'appartement de sa sœur en quartier général improvisé. Elle contactait les hôpitaux, les commissariats, tous les endroits imaginables où sa sœur et son neveu auraient pu se retrouver. Elle avait apporté des photos récentes aux enquêteurs. Sur l'une d'elles, prise en août lors de vacances au bord de la mer, on voyait Hélène souriant, Julien sur ses épaules, le vent dans leurs cheveux. Cette image de bonheur simple contrastait terriblement avec la réalité présente. Le lundi 19 octobre, 4 jours après la disparition, l'inspecteur Garnier avait organisé une conférence de presse. Les médias locaux s'étaient emparés de l'affaire. Les journaux titraient sur « L'énigme de la chambre close bordelaise, la disparition impossible ». Les télévisions régionales diffusaient les photos d'Hélène et Julien au journal du soir. Des dizaines de témoignages avaient afflué. Quelqu'un croyait les avoir vus à la gare Saint-Jean, un autre à Arcachon. Toutes ces pistes s'étaient révélées infondées. Georges Fontaine avait participé aux recherches dans le quartier. On le voyait distribuer des tracts avec les photos des disparus, discuter avec les habitants, demander si quelqu'un avait remarqué quelque chose d'inhabituel. Il semblait sincèrement affecté par la disparition de ses voisins. Martine Lefebvre racontait à qui voulait l'entendre qu'il était un homme bien, toujours prêt à aider. Personne ne pensait à le soupçonner. Pourquoi l'aurait-on fait? Il était simplement le voisin discret qui faisait son possible pour retrouver une mère et son enfant disparus. Au fil des semaines, l'enquête piétinait. Chaque piste menait à une impasse. L'inspecteur Garnier et son équipe repassaient sans cesse les mêmes éléments, cherchant ce détail qui leur aurait échappé. Mais il n'y avait rien. Rien qui explique comment et pourquoi Hélène et Julien Marchand s'étaient volatilisés de leur appartement ce soir du 15 octobre 1980. Les mois qui suivirent transformèrent profondément l'immeuble de la rue Porte-Dijon. L'appartement des Marchands resta scellé pendant 6 mois, le temps que les procédures légales suivent leur cours. Christine avait tenté de maintenir le loyer, espérant contre toute logique que sa sœur et son neveu reviendraient un jour franchir cette porte. Mais en avril 1981, face à la réalité financière et au conseil de son avocat, elle avait dû se résoudre à vider l'appartement. Ce fut un moment déchirant. Christine était revenue avec son mari et 2 amis proches. Ils avaient emballé les affaires d'Hélène et Julien dans des cartons, chaque objet ravivant des souvenirs douloureux. Les livres de littérature qu'Hélène annotait avec passion, les jouets de Julien, dont ce petit camion rouge qu'il adorait, les photos de famille, témoins d'un bonheur qui semblait désormais appartenir à une autre vie. Christine avait tout entreposé dans un garde-meuble de la périphérie de Lyon, incapable de se séparer définitivement de ses vestiges. Le propriétaire avait ensuite reloué l'appartement à un jeune couple en juin 1981. Il n'était resté que 8 mois. La femme disait ne pas supporter l'atmosphère de l'endroit, la curiosité morbide des voisins, les regards pesants quand elle mentionnait son adresse. Le couple suivant, arrivé en mars 1982, était resté 2 ans avant de partir pour raisons professionnelles. Puis il y avait eu d'autres locataires, une succession de visages qui ne s'attardaient jamais longtemps. L'appartement avait acquis une réputation dans le quartier, celle d'un lieu marqué par le malheur. Georges Fontaine, lui, n'avait jamais quitté son appartement adjacent. Année après année, il continuait sa vie méthodique et solitaire. Il partait travailler au poste chaque matin à la même heure, rentrait le soir, faisait ses courses le samedi au marché. Les voisins s'étaient habitués à sa présence silencieuse. Certains nouveaux arrivants ne savaient même pas qu'il avait été le voisin direct des Marchands, que c'était lui qui avait participé aux premières recherches. Martine Lefebvre, elle, portait le poids de cette histoire comme un fardeau personnel. Elle, qui adorait raconter la vie du quartier, se retrouvait obsédée par cette unique histoire qu'elle ne pouvait pas résoudre. Elle avait développé une sorte de rituel, s'arrêtant chaque 15 octobre devant la porte du 3e étage, murmurant une prière pour Hélène et Julien. Les autres locataires la trouvaient un peu étrange, mais respectaient sa fidélité à la mémoire des disparus. L'inspecteur Garnier avait continué à travailler sur le dossier pendant 3 ans,
même après que l'affaire ait été officiellement classée en 1983 faute de nouvelles pistes. Il revenait régulièrement dans le quartier, réinterrogeait les mêmes personnes, espérant qu'un détail oublié refasse surface. Mais le temps effaçait les souvenirs au lieu de les clarifier. Les témoignages devenaient flous, contradictoires. Ce qui était certain en 1980 devenait incertain en 1983. Christine venait à Bordeaux 2 fois par an, à l'anniversaire de la disparition et à Noël. Elle déposait des fleurs devant l'immeuble, discutait avec les quelques anciens voisins qui restaient. Elle avait créé une petite association pour les familles de personnes disparues, tentant de transformer son chagrin en action utile. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne reverrait probablement jamais sa sœur, ni son neveu. Cette certitude douloureuse avait fini par remplacer l'espoir des premiers mois. Le quartier Saint-Jean évoluait aussi. De nouveaux commerces ouvraient, d'autres fermaient. L'épicier Vidal avait pris sa retraite en 1985, remplacé par un jeune couple qui ne connaissait pas l'histoire des marchands. La boulangerie avait changé de propriétaire. Petit à petit, la mémoire collective s'estompait. Les nouveaux habitants entendaient parfois parler de cette histoire bizarre dans les années 80, mais les détails devenaient vagues, presque folkloriques. Pourtant, pour ceux qui avaient vécu cette période, l'affaire restait une plaie ouverte. Le gardien Arnaud, qui avait pris sa retraite en 1988, avouait parfois à ses proches qu'il se réveillait encore la nuit en pensant à cette porte fermée de l'intérieur. Comment avait-il pu ne rien remarquer? Y avait-il eu un signe qu'il avait manqué? Ces questions le hantaient. Les années 90 apportèrent des changements technologiques qui auraient peut-être permis de résoudre l'affaire si elle était survenue plus tard. Les caméras de surveillance commençaient à se généraliser. Les téléphones portables offraient de nouvelles possibilités de traçabilité. L'ADN révolutionnait les enquêtes criminelles. Mais pour le dossier Marchand, ces avancées arrivaient trop tard. Les preuves physiques qui auraient pu être analysées différemment avaient été perdues, contaminées ou détruites selon les protocoles de l'époque. Georges Fontaine prenait de l'âge tranquillement. En 1995, à 60 ans, il avait pris sa retraite des postes avec une petite cérémonie à laquelle quelques collègues avaient assisté. Il avait reçu une médaille pour ses 40 années de service loyal. Sa vie était un modèle de régularité et de discrétion. Il sortait davantage après sa retraite, faisait de longues promenades dans le quartier, s'asseyait parfois sur un banc près de la Garonne pour lire son journal. Les gens qui le croisaient voyaient un retraité ordinaire, peut-être un peu solitaire, mais sans histoire. Martine Lefebvre était décédée en 1997 d'une crise cardiaque. Son appartement avait été repris par sa nièce, qui l'avait rapidement revendu. Avec elle, disparaissait l'une des dernières mémoires vivantes de cette soirée d'octobre 1980. L'inspecteur Garnier avait pris sa retraite en 1996. Dans une interview accordée à un journal local pour ses adieux, il avait mentionné l'affaire Marchand comme l'un des grands regrets de sa carrière, l'énigme qu'il n'avait jamais pu résoudre. L'immeuble lui-même montrait les signes du temps. La façade en pierre blonde s'était noircie avec la pollution. Certains balcons en fer forgé rouillaient. Le système de chauffage central, installé dans les années 60, commençait à montrer des signes de faiblesse. Les propriétaires avaient voté en assemblée générale de copropriété en 1999 pour des travaux de rénovation qui seraient effectués dans les années à venir. Mais le manque de fonds et les désaccords entre copropriétaires repoussaient sans cesse le projet. En janvier 2000, le nouveau millénaire apportait son lot d'espoir et de changement. Bordeaux se transformait, le quartier Saint-Jean commençait à attirer de jeunes professionnels, séduits par sa proximité avec la gare et ses loyers encore abordables. L'immeuble de la rue Porte-Dijeau voyait arriver de nouveaux visages, des gens qui ne connaissaient rien de son histoire, qui ne savaient pas qu'entre ces murs s'était produit l'une des disparitions les plus mystérieuses de la ville. Georges Fontaine, 65 ans maintenant, était devenu une sorte de doyen de l'immeuble.
Il aidait les nouveaux arrivants à comprendre le fonctionnement de la copropriété, expliquait où se trouvaient les compteurs, donnait des conseils sur les meilleurs artisans du quartier. Il était devenu ce voisin sur qui on pouvait compter, celui qui arrosait les plantes pendant les vacances, qui récupérait les colis, qui donnait un coup de main pour déménager un meuble lourd. Personne ne se méfiait de lui. Comment aurait-on pu? C'était simplement Georges, le retraité tranquille du 3e étage. Christine, de son côté, avait fini par espacer ses visites à Bordeaux. La douleur s'était transformée en une tristesse sourde, mais permanente. Elle avait 60 ans maintenant, des petits-enfants qui occupaient son temps. Elle pensait encore quotidiennement à sa sœur et à son neveu, mais elle avait appris à vivre avec cette absence, avec ces questions sans réponse. Le garde-meuble de Lyon contenait toujours les cartons d'affaires des marchands, témoins silencieux d'une vie interrompue. 22 ans s'étaient écoulés. 22 années pendant lesquelles la vie avait continué rue Porte-Dijeau, dans le quartier Saint-Jean, à Bordeaux. Les saisons s'étaient succédées, les gens avaient vieilli, certains étaient partis, d'autres étaient arrivés. Mais le mystère restait intact, figé dans le temps comme ces appartements dont on ne change jamais la décoration. Qu'était-il arrivé à Hélène et Julien Marchand cette nuit d'octobre 1980? La réponse dormait quelque part, attendant le moment improbable où quelqu'un la découvrirait. Mars 2002. Le printemps s'installait doucement sur Bordeaux. Les travaux de rénovation de l'immeuble, tant discutés et repoussés, allaient enfin commencer. La copropriété avait voté un budget conséquent pour moderniser le système de chauffage central, refaire l'isolation et rénover les parties communes. Une entreprise locale avait été choisie. Les travaux devaient durer 3 mois. Marc Deschamps venait d'emménager au 3e étage en février. 27 ans, ingénieur informatique dans une entreprise du centre-ville, il avait sauté sur l'occasion quand l'ancien locataire était parti précipitamment pour mutation professionnelle. L'appartement était bien situé, lumineux, et le loyer raisonnable pour le quartier qui se gentrifiait rapidement. Marc ne savait rien de l'histoire de l'immeuble. Pour lui, c'était simplement un nouveau départ après une rupture difficile. Son appartement était celui qu'avait occupé Georges Fontaine de 1975 à 2001. Georges avait déménagé l'année précédente, dans une résidence pour seniors, à quelques rues de là, sur les conseils de son médecin, qui s'inquiétait de le voir vivre seul à son âge. Le départ avait été discret, comme tout ce que faisait Georges. Quelques voisins l'avaient aidé à porter ses cartons. Il n'y avait pas eu de pot de départ, pas de grandes effusions. C'était simplement Georges qui tournait une page après 26 ans passés dans le même appartement. Le lundi 18 mars 2002, les ouvriers commencèrent les travaux. Le contremaître, un homme d'une 50aine d'années, prénommé Alain, avait expliqué aux résidents que pour installer le nouveau système de chauffage, il faudrait accéder aux canalisations qui passaient sous les parquets. Cela impliquait de soulever certaines lattes dans chaque appartement. Marc avait accepté sans problème, heureux même que le chauffage soit modernisé avant l'hiver suivant. Le mercredi 20 mars, 2 ouvriers se présentèrent chez Marc en début d'après-midi. Il avait pris sa journée pour être présent pendant les travaux. Les hommes s'installèrent dans le salon avec leurs outils. Ils commencèrent à démonter soigneusement les lattes du parquet, numérotant chaque planche pour pouvoir les remettre au même endroit. Le parquet était ancien, en chêne massif, datant probablement de la construction de l'immeuble au début du XXe siècle. Vers 15h30, l'un des ouvriers, Laurent, appela ses collègues. Il venait de soulever une latte particulièrement difficile à déloger près du mur qui séparait l'appartement de Marc de celui des anciens marchands. Entre 2 solives, quelque chose brillait faiblement dans la poussière accumulée. Laurent se pencha, tendit la main et récupéra l'objet. C'était une alliance, un simple anneau en or, patiné par le temps. Laurent la frotta contre sa manche de travail pour enlever la poussière. À l'intérieur de l'anneau, une inscription était gravée. Il plissa les yeux pour la lire dans la lumière de l'après-midi qui entrait par la fenêtre. H et R 15-0-6969. Laurent montra la trouvaille à son collègue et au contremaître Alain qui venait de les rejoindre. « Quelqu'un a dû la perdre il y a des années », commenta Laurent.
On la donne au propriétaire? Alain prit l'alliance, l'examina attentivement. Quelque chose le dérangeait. Il habitait le quartier depuis 30 ans. Il avait une mémoire vague d'une histoire étrange dans cet immeuble. Il y avait longtemps. Une disparition. Il ne se souvenait plus des détails exacts, mais le malaise était là. Marc observait la scène avec curiosité. « C'est à quel appartement ici ?» demanda-t-il. « Le 3B, répondit Alain. « Celui de Georges Fontaine. Il a habité ici pendant plus de 20 ans avant de partir l'an dernier. » Marc prit l'alliance, lut l'inscription. H et R. Les initiales des anciens propriétaires peut-être. « Vous savez qui vivait ici avant ce Georges ?» Alain secoua la tête. « Non, mais attendez. Cette histoire de disparition dont je me souviens vaguement, c'était dans cet immeuble. Dans les années 80, je crois. Une femme et son fils, ils avaient disparu comme ça du jour au lendemain. » Le contremaître sortit son téléphone portable, une technologie encore nouvelle en 2002. « Je vais appeler mon père. Il habite le quartier depuis 50 ans. Il se souviendra peut-être des détails. » 15 minutes plus tard, ils avaient un nom, Hélène Marchand. Le père d'Alain se souvenait parfaitement de l'affaire. Hélène et son fils Julien, ils habitaient le 3A, juste à côté. Ils ont disparu en octobre 80. C'était énorme à l'époque. On n'a jamais su ce qui leur était arrivé. La police a cherché pendant des mois. Marc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Attendez, cette alliance appartenait peut-être à la femme disparue. Et elle était dans mon appartement? Dans l'appartement du voisin? Alain tenait toujours l'alliance. H et R, Hélène et son mari. Il était mort avant la disparition, je crois. Il faut prévenir la police, dit Marc. Sa voix était légèrement tremblante. Il réalisait qu'il vivait peut-être dans l'appartement d'un homme qui avait un lien avec une disparition non résolue. Le commissariat de police du quartier avait d'abord traité l'appel avec scepticisme. Une alliance retrouvée sous un parquet après 22 ans? Cela pouvait avoir 1000 explications innocentes. Mais quand le nom Marchand avait été mentionné, l'attitude avait changé. Un jeune officier avait fouillé dans les archives informatiques récemment numérisées et avait trouvé le dossier. L'affaire n'était jamais été officiellement close, simplement mise en sommeil, faute de piste. Le capitaine Sylvie Roussel, 42 ans, avait repris le dossier. Elle n'était qu'une jeune recrue en 1980 et n'avait pas travaillé sur l'enquête originale, mais elle connaissait l'affaire par sa réputation au sein de la police bordelaise. C'était l'un de ces cas qui hantaient l'institution, un échec collectif qui pesait encore sur la conscience des anciens. Elle s'était rendue rue Porte-Dijeau le jeudi 21 mars, accompagnée d'un technicien de la police scientifique. Marc les avait accueillis, visiblement nerveux. L'appartement était en désordre à cause des travaux, des planches de parquet empilées contre les murs, de la poussière partout. Le capitaine Roussel avait examiné l'endroit exact où l'alliance avait été trouvée. Elle avait pris des photos, fait des mesures, noté chaque détail. L'alliance était coincée entre 2 solives, ici, expliquait Marc en désignant l'espace sous le parquet. Elle ne pouvait pas être tombée là par accident. Il aurait fallu soulever la latte pour qu'elle se retrouve à cet endroit précis. Le capitaine Roussel acquiesça. Effectivement, ce qui signifie que quelqu'un l'a délibérément cachée là. La question est de savoir quand et pourquoi. Le technicien avait inspecté le parquet minutieusement. Les lattes étaient anciennes, certaines avaient été remplacées au fil des décennies, mais celle sous laquelle l'alliance avait été trouvée datait clairement de la construction originale de l'immeuble. Il y a des traces de démontage et de remontage, avait-il observé. Quelqu'un a soulevé cette latte à un moment donné, puis l'a remise en place. C'est difficile à dater précisément, mais ça pourrait remonter à plusieurs dizaines d'années. L'alliance avait été envoyée au laboratoire pour analyse. Pendant ce temps, le capitaine Roussel avait commencé à reconstituer l'histoire de l'appartement. Les archives de la copropriété montraient que Georges Fontaine l'occupait depuis 1975, soit 5 ans avant la disparition des Marchands. Il était donc le locataire au moment des faits. Il avait quitté l'appartement en octobre 2001 pour s'installer dans une résidence senior de la rue Fondodège. Le vendredi 22 mars, le capitaine Roussel s'était rendu à cette résidence.
C'était un établissement moderne et lumineux, avec un jardin intérieur et des espaces communs où les résidents pouvaient se retrouver. À la réception, on lui avait indiqué que M. Fontaine occupait un studio au 2e étage. Georges était dans la salle commune, en train de lire le journal. Quand on lui avait annoncé qu'une officière de police souhaitait lui parler, son visage n'avait montré aucune surprise particulière, juste une légère curiosité. Il avait 67 ans maintenant, les cheveux complètement blancs, le dos un peu voûté. Il portait un cardigan beige sur une chemise impeccablement repassée. Ses mains tremblaient légèrement, un tremblement qui pouvait être dû à l'âge ou à autre chose. Il s'était installé dans un petit salon privé. Le capitaine Roussel avait observé Georges attentivement, pendant qu'elle lui expliquait la raison de sa visite. Quand elle avait mentionné l'alliance retrouvée dans son ancien appartement, quelque chose avait brièvement traversé son regard. De la surprise, de la peur, c'était difficile à dire. L'alliance d'Hélène, avait-il dit d'une voix qui semblait sincèrement étonnée. Mon Dieu, après toutes ces années, comment est-elle arrivée sous mon parquet? C'est exactement ce que nous essayons de comprendre, Monsieur Fontaine. Vous rappelez-vous avoir vu cette alliance? Georges avait secoué la tête lentement. Hélène portait toujours son alliance. Enfin, je crois. Je ne faisais pas particulièrement attention. Nous étions voisins, rien de plus. Nous nous disions bonjour dans l'escalier, c'est tout. Pourtant, l'alliance était dans votre appartement. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais touché à cette alliance. Je ne sais même pas comment elle aurait pu se retrouver chez moi. Le capitaine Roussel avait sorti son carnet. Racontez-moi ce dont vous vous souvenez de cette soirée, le 15 octobre 1980. Georges avait pris son temps avant de répondre, comme s'il rassemblait des souvenirs enfouis. C'était il y a si longtemps. Je suis rentré du travail vers 18 heures, comme d'habitude. J'ai entendu des bruits venant de leur appartement. La vie normale, vous savez, des pas, peut-être la télévision, je ne me rappelle pas avoir remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Le lendemain, quand j'ai appris qu'ils avaient disparu, j'étais sous le choc comme tout le monde. Vous n'avez jamais eu de contact particulier avec Madame Marchand? Non, comme je vous l'ai dit, nous étions simplement voisins. Elle était réservée, un peu distante. Je lui avais proposé mon aide après la mort de son mari, pour des petits travaux ou pour garder son fils. Elle refusait toujours poliment. Je respectais sa vie privée. L'entretien avait duré 1 heure. Georges répondait calmement à toutes les questions, mais le capitaine Roussel avait noté quelques incohérences mineures dans son récit comparé aux déclarations qu'il avait faites en 1980. Des détails qui pouvaient s'expliquer par le passage du temps et l'altération normale de la mémoire, ou par autre chose. En quittant la résidence, le capitaine Roussel avait un sentiment étrange. Georges Fontaine semblait être exactement ce qu'il paraissait. Un vieil homme tranquille, peut-être un peu solitaire, mais rien de plus. Pourtant, cette alliance ne s'était pas retrouvée sous son parquet par hasard. Quelqu'un l'avait mise là, et ce quelqu'un avait accès à son appartement en 1980. Le lundi 25 mars, le laboratoire avait confirmé que l'Alliance portait bien les empreintes digitales d'Hélène Marchand, ainsi que d'autres empreintes partielles trop dégradées pour être identifiées avec certitude. L'analyse métallurgique confirmait que la bague datait bien de la fin des années 60, cohérent avec la date gravée à l'intérieur. Le capitaine Roussel avait alors obtenu un mandat pour accéder aux archives personnelles de Georges Fontaine, stockées dans un box de location qu'il conservait encore. Ce qui fut découvert changea complètement la nature de l'enquête. Dans plusieurs cartons poussiéreux, entassés entre de vieux appareils électriques et des vêtements, se trouvaient des cahiers. 4 cahiers à couverture noire, remplis d'une écriture serrée et régulière. Les dates couvraient la période de 1978 à 1982. C'était le journal intime de Georges Fontaine. Le capitaine Roussel avait commencé à lire, et ce qu'elle découvrait la glaçait progressivement. Georges n'était pas le voisin discret et indifférent qu'il prétendait être. Il était obsédé par Hélène Marchand. Les pages étaient remplies de descriptions détaillées de ses moindres faits et gestes, les heures où elle partait et rentrait.
Les vêtements qu'elle portait, les rares fois où elle souriait, les conversations qu'elle avait avec d'autres voisins et que Georges écoutait depuis son appartement. 18 avril 1979. Hélène portait sa robe bleue aujourd'hui, celle qui fait ressortir ses yeux. Elle a parlé avec Madame Lefebvre dans l'escalier pendant 7 minutes. Elle discutait de l'école de Julien. J'aurais aimé être celui avec qui elle partage ces détails de sa vie quotidienne. 23 août 1979. Je l'ai vue pleurer ce soir à travers les rideaux mal fermés de son salon. Elle regardait une photo de son mari mort. Elle se sent seule. Je pourrais la consoler si elle me laissait entrer dans sa vie. Mais elle refuse toutes mes offres d'aide. Pourquoi ne voit-elle pas que nous sommes faits l'un pour l'autre? Les entrées devenaient progressivement plus sombres, plus intenses. Georges décrivait des fantasmes où Hélène finissait par reconnaître leur amour destiné. Il parlait de plans pour se rapprocher d'elle, pour devenir indispensable à sa vie. Il notait chaque interaction avec une précision obsessionnelle, analysant chaque mot, chaque regard, cherchant des signes qui n'existaient pas. Puis venaient les pages d'octobre 1980. Le capitaine Roussel les lut avec une attention particulière, son cœur battant plus vite à mesure qu'elle progressait. 13 octobre 1980. Hélène m'a encore repoussé aujourd'hui. Je lui ai proposé de réparer son robinet qui fuit, elle a refusé. Elle préfère appeler un plombier plutôt que d'accepter mon aide gratuite. C'est une humiliation de trop. Après tout ce que j'ai fait, toutes ces années à attendre patiemment qu'elle comprenne. Elle ne comprendra jamais. Alors je dois prendre une décision. Au 14 octobre 1980, j'ai tout préparé. Demain soir, tout changera. Si elle ne peut pas m'aimer de son plein gré, je trouverai un autre moyen. Elle et Julien méritent d'être ensemble pour toujours, loin de ce monde qui ne les comprend pas. Et moi, je les garderai dans mon cœur, dans cet appartement où leurs présences resteront gravées. Puis plus rien. La page du 15 octobre était blanche. Les entrées suivantes, datées de plusieurs jours plus tard, ne mentionnaient la disparition que de façon détachée, comme un événement extérieur. 19 octobre 1980. La police continue de chercher Hélène et Julien. Ils ne les trouveront jamais. Personne ne peut comprendre ce que j'ai fait. C'était nécessaire. C'était la seule solution. Maintenant, ils sont en paix. Et moi aussi. Je peux enfin dormir sans rêver d'un amour impossible. Le capitaine Roussel avait refermé le cahier, les mains tremblantes. Elle tenait la preuve que Georges Fontaine était impliqué dans la disparition. Mais qu'avait-il fait exactement? Où étaient les corps? Comment avait-il réussi à créer cette impossible mise en scène de la porte fermée de l'intérieur? Le mardi 26 mars 2002 au matin, le capitaine Roussel retourna à la résidence senior avec 4 autres officiers et un mandat d'arrestation. Georges Fontaine prenait son petit déjeuner dans la salle commune quand ils arrivèrent. Il leva les yeux vers eux sans surprise apparente, comme s'il avait attendu ce moment pendant 22 ans. « Vous avez trouvé les cahiers », dit-il simplement. Ce n'était pas une question. Au commissariat, dans la salle d'interrogatoire éclairée par des néons blancs, Georges était assis très droit sur sa chaise. Il avait refusé un avocat. « À quoi bon ?» avait-il murmuré. Le capitaine Roussel s'était installé en face de lui, les cahiers empilés sur la table entre eux. « Monsieur Fontaine, vous comprenez que ces écrits constituent des aveux ?» Georges avait hoché la tête lentement. Ses mains ne tremblaient plus. Il semblait presque soulagé. « Je savais qu'un jour, quelqu'un découvrirait la vérité. Je ne pensais pas que ce serait à cause de cette alliance. J'aurais dû mieux chercher. Racontez-moi ce qui s'est passé le 15 octobre 1980. La vérité cette fois. » Georges avait pris une longue inspiration. Quand il avait commencé à parler, sa voix était étrangement calme, presque détachée, comme s'il racontait l'histoire de quelqu'un d'autre. J'aimais Hélène depuis le jour où elle avait emménagé avec son mari en 1969. C'était un amour que personne ne pouvait comprendre. Après la mort de Robert, j'ai pensé que j'aurais enfin ma chance. Mais elle me repoussait constamment. Poliment mais fermement. Elle ne voyait en moi qu'un voisin insignifiant. Cette dernière semaine d'octobre, j'avais pris ma décision. Si je ne pouvais pas avoir son amour, personne ne l'aurait.
Le capitaine Roussel l'écoutait, glacé par le ton monocorde de cet aveu. Ce soir-là, je suis rentré du travail comme d'habitude. J'avais préparé mon plan depuis plusieurs jours. J'avais acheté du chloroforme dans une pharmacie vétérinaire en me faisant passer pour un éleveur. J'avais étudié la disposition de l'immeuble, les accès, les horaires de chacun. Vers 19h30, quand je savais que Madame Lefebvre serait redescendue chez elle après avoir frappé à leur porte, j'ai agi. Comment êtes-vous entré chez eux? J'avais une clé. Je l'avais fabriquée des mois auparavant, un jour où Hélène m'avait exceptionnellement demandé d'arroser ses plantes pendant un week-end d'absence. J'avais fait un double de sa clé avant de la lui rendre. C'était simple. Je travaillais au poste, j'avais accès à tout ce dont j'avais besoin. Georges s'était tu un instant, les yeux perdus dans un passé qui semblait soudain très présent. Je suis entré, il regardait la télévision dans le salon. Hélène lisait pendant que Julien était absorbé par un dessin animé. Elle a levé les yeux vers moi, surprise. Avant qu'elle puisse crier, j'ai plaqué le chiffon imbibé de chloroforme sur son visage. Elle s'est débattue quelques secondes, puis elle est tombée inconsciente. Julien s'est retourné, il a ouvert la bouche pour crier. J'ai fait la même chose avec lui. Il était si petit, ça n'a pris que quelques secondes. Le capitaine Roussel sentait la nausée monter. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai dû travailler vite. Je les ai transportés un par un dans mon appartement. Hélène d'abord, puis Julien. Le couloir était vide. Tout le monde était chez soi en train de dîner. Personne ne m'a vu. Dans mon appartement, je les ai installés dans ma chambre. Ils respiraient encore, mais ils étaient profondément endormis. Puis, je suis retourné chez eux. J'ai mis les assiettes sales dans l'évier pour faire croire qu'ils avaient dîné. J'ai laissé la télévision allumée, j'ai vérifié que tout paraissait normal. Puis je suis sorti et j'ai fermé la porte à clé de l'intérieur en utilisant un morceau de fil de fer que j'avais préparé. C'était une technique que j'avais lue dans un livre policier. Il suffisait de faire passer le fil sous la porte, de l'accrocher au verrou puis de tirer pour le faire coulisser. Ça m'a pris 3 essais, mais j'ai réussi. La porte était fermée de l'intérieur, exactement comme je le voulais. Cela donnerait aux enquêteurs une énigme impossible à résoudre. Et l'alliance? Elle est tombée pendant que je transportais Hélène. Je ne m'en suis rendu compte que plus tard, quand tout était fini. Je l'ai cherchée partout dans mon appartement. J'ai fini par la retrouver sous le parquet. Elle avait dû glisser entre 2 lattes pendant la lutte. J'ai soulevé la latte et je l'ai poussée plus loin, là où elle ne risquait pas d'être trouvée si jamais la police fouillait chez moi. Je me disais que personne ne soulèverait le parquet. Le capitaine Roussel prit son courage à 2 mains pour poser la question suivante. Qu'est-il arrivé à Hélène et Julien? Georges ferma les yeux. Pour la première fois, son masque de calme se fissura. Le chloroforme. J'en avais utilisé trop. Ou peut-être que leurs organismes étaient plus fragiles que je ne le pensais. Quand je suis revenu dans ma chambre 1 heure plus tard, ils ne respiraient plus. Ni l'un ni l'autre. Je n'avais pas voulu les tuer, je voulais juste... Je ne sais même plus ce que je voulais. Les garder près de moi. Les empêcher de partir. Quelque chose. Un silence lourd tomba dans la salle d'interrogatoire. Où sont leurs corps, monsieur Fontaine? Georges rouvrit les yeux. Ils étaient humides maintenant. Dans les murs. Dans mon ancien appartement. J'ai travaillé toute la nuit et la journée suivante. J'avais appelé mon travail en prétextant une grippe. Derrière le placard de ma chambre, il y avait un espace entre le mur porteur et une cloison en plâtre. Un espace de rénovation inachevé, datant des années 60. Personne ne savait qu'il était là. J'ai décellé les plaques de plâtre, j'ai placé leur corps là-dedans. Puis, j'ai tout refermé, replâtré, repeint. Le placard cachait tout. C'était un travail impeccable. Personne ne pouvait deviner. Le capitaine Roussel se leva brusquement. Nous devons vérifier immédiatement. 2 heures plus tard, une équipe technique entrait dans l'appartement de Marc Deschamps avec des équipements de détection. Marc avait été temporairement relogé dans un hôtel aux frais de la police.
Les techniciens se concentrèrent sur la chambre, le placard encastré contre le mur. Un radar à pénétration de sol confirma la présence d'anomalies derrière le mur du fond du placard. Les ouvriers commencèrent à démonter le placard avec précaution, puis ils attaquèrent le plâtre. Le premier coup de masse révéla un espace vide derrière. Le deuxième coup fit tomber un pan entier de cloison. Et là, dans la poussière et l'obscurité d'un espace confiné depuis 22 ans, ils les trouvèrent, 2 squelettes, l'un adulte, l'autre beaucoup plus petit. Ils étaient positionnés côte à côte, presque tendrement, comme si Georges avait voulu leur donner une apparence de paix. Les vêtements étaient encore reconnaissables, malgré le temps. La robe qu'Hélène portait ce jour-là, le pull bleu de Julien. Christine arriva à Bordeaux le lendemain même, accompagnée de son mari. Elle avait 63 ans maintenant, et les nouvelles l'avaient brisée d'une manière différente de la disparition elle-même. Pendant 22 ans, elle avait pu s'accrocher à un espoir impossible. Maintenant, elle devait faire face à la réalité brutale de leur mort violente, à la compréhension de ce qu'ils avaient subi dans leurs derniers moments. Au commissariat, le capitaine Roussel lui avait expliqué avec douceur ce que Georges avait avoué. Christine avait écouté en silence, les larmes coulant lentement sur ses joues. Quand l'officière eut terminé, Christine murmura simplement. Elle avait toujours peur de lui, vous savez. Hélène me le disait au téléphone. Elle trouvait qu'il la regardait bizarrement, qu'il était trop insistant. Mais personne ne prenait ça au sérieux. On lui disait qu'il était juste solitaire, qu'il voulait aider. Si seulement on l'avait écouté. Georges Fontaine fut formellement inculpé de 2 chefs d'homicide. Son avocat, finalement assigné d'office, plaida que les morts n'étaient pas intentionnelles, que c'était un accident dû à une mauvaise utilisation du chloroforme. Mais les cahiers, les aveux détaillés, la préméditation évidente rendaient cette défense faible. Le procès eut lieu en novembre 2002, 6 mois après la découverte des corps. Dans le box des accusés, Georges semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. Il répondit à toutes les questions posées, confirmant chaque détail de sa confession. Quand le procureur lui demanda s'il regrettait ses actes, Georges réfléchit longuement avant de répondre. « Je regrette leur mort. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Je voulais juste qu'Hélène me voie, qu'elle comprenne mon amour pour elle. Mais je sais maintenant que ce n'était pas de l'amour. C'était de l'obsession, de la possession. Un véritable amour aurait respecté son choix de me tenir à distance. Un véritable amour aurait accepté son bonheur, même sans moi. Je n'ai pas aimé Hélène, je l'ai détruite, elle et son enfant. Et j'ai vécu 22 ans à quelques mètres de leur dépouille, en prétendant être un homme normal. Le verdict tomba, le 23 novembre 2002. Georges Fontaine fut reconnu coupable d'homicide volontaire avec préméditation sur Hélène Marchand et Julien Marchand. Il fut condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans, une année pour chaque année où il avait caché son crime. Christine organisa des funérailles pour sa sœur et son neveu au printemps 2003. C'était un service simple dans un petit cimetière de la banlieue de Bordeaux, sous les pins maritimes. Une trentaine de personnes étaient présentes, des anciens collègues d'Hélène, quelques voisins qui se souvenaient encore d'eux, des membres de l'association pour les familles de disparus que Christine avait créée. On enterra enfin Hélène et Julien côte à côte, avec une pierre tombale sobre. Hélène Marchand, 1948-1980, et Julien Marchand, 1972-1980, réunis pour toujours. Marc Deschamps avait quitté l'appartement de la rue Porte-Dijeau. Il avait déménagé dans un autre quartier de Bordeaux, incapable de continuer à vivre dans un endroit qui avait été le tombeau secret de 2 innocents. L'appartement resta vide pendant plusieurs mois avant d'être finalement rénové complètement et reloué. Mais l'histoire était connue maintenant, et peu de gens voulaient habiter là. L'immeuble lui-même porta longtemps le poids de cette révélation. Les travaux de rénovation furent terminés, mais l'atmosphère avait changé. Les voisins se regardaient différemment, se demandant quel secret chacun pouvait cacher derrière sa façade de normalité. Certains locataires partirent, ne supportant plus de vivre dans un lieu associé à une telle horreur. L'inspecteur Garnier, retraité depuis 6 ans, avait été informé de la résolution de l'affaire.
Il s'était rendu sur la tombe d'Hélène et Julien en avril 2003, seul un matin de printemps. Il était resté là longtemps, debout devant la pierre tombale, les mains dans les poches. « Je suis désolé », avait-il murmuré. « Nous aurions dû creuser plus profondément. Nous aurions dû vous trouver plus tôt. » Mais il savait que c'était inutile. Le passé ne changerait pas, quelles que soient ses excuses. Georges Fontaine mourut en prison en 2009, 7 ans après sa condamnation. Une crise cardiaque massive, pendant la nuit, dans sa cellule. Il avait 74 ans. Personne ne réclama son corps. Il fut enterré dans le carré des indigents d'un cimetière de la région, une tombe anonyme sans nom, exactement comme il avait voulu faire disparaître Hélène et Julien dans l'anonymat des murs. Christine continua son travail avec l'Association pour les familles de disparus. L'affaire de sa sœur lui avait donné une compréhension douloureuse mais précieuse de ce que vivent ces familles dans l'incertitude. Elle aidait d'autres personnes à naviguer dans le système judiciaire, à maintenir l'espoir même quand tout semblait perdu, à accepter la vérité quand elle finissait par émerger, quelle qu'elle soit. Le quartier Saint-Jean continua d'évoluer. Les années 2000 apportèrent la gentrification, de nouveaux restaurants, des boutiques branchées. L'immeuble de la rue Porte-Dijon finit par accueillir de nouveaux habitants qui ne connaissaient l'histoire que vaguement. Un drame du passé qui ne les concernait plus vraiment. La vie reprenait ses droits, comme elle le fait toujours. Mais pour ceux qui avaient vécu cette affaire de près, pour Christine qui pensait chaque jour à sa sœur et à son neveu, pour le capitaine Roussel qui avait vu de ses propres yeux ce que l'obsession humaine pouvait produire, pour Marc Deschamps, qui avait découvert par hasard une vérité enterrée depuis 22 ans, cette histoire restait une cicatrice profonde. Elle rappelait une vérité dérangeante. Les monstres ne sont pas toujours reconnaissables. Ils ressemblent parfois aux voisins discrets qui arrosent vos plantes, aux collègues serviables qui vous prêtent des outils, à l'homme ordinaire qui vit sa vie tranquillement à vos côtés. Georges Fontaine avait vécu 22 ans avec son secret, dormant à quelques mètres des corps de ses victimes, continuant sa routine quotidienne comme si de rien n'était. Il avait aidé aux recherches, exprimé son inquiétude, joué parfaitement le rôle du bon voisin concerné. Et pendant tout ce temps, la réponse au mystère était là, cachée dans l'épaisseur d'un mur, attendant qu'une simple alliance en or trahisse enfin la vérité. Cette affaire nous montre comment les apparences peuvent être tragiquement trompeuses et comment des crimes peuvent rester cachés pendant des décennies dans les endroits les plus ordinaires. Une simple alliance retrouvée par hasard lors de travaux a suffi à rouvrir un mystère que tout le monde croyait impossible à résoudre. Qu'en pensez-vous? Aviez-vous deviné que le voisin serviable cachait une telle horreur? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette enquête approfondie vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun nouveau cas. Laissez un like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec quelqu'un qui s'intéresse à ces affaires criminelles résolues contre toute attente.